Bonsoir à toutes et à tous. Merci Marie pour votre invitation et puis l'occasion en effet donc de réfléchir avec vous. Alors je n'ai pas l'intention à proprement parler de faire une conférence où je dirais un texte préétabli et préécrit et qui poserait sur la table les articulations au fond définitives d'une question qui est quand même d'une extraordinaire complexité. Et je peux dire qu'après avoir travaillé pendant, maintenant plusieurs décennies, effectivement, sur la question du mal, que ce soit d'un point de vue théorique, aussi d'un point de vue historique, etc., et aussi à la faveur des événements de l'actualité qui nous rattrapent en permanence, il n'y a pas de réponse définitive qui nous permettrait de comprendre comment cela peut encore advenir avec une telle cruauté, de telles atrocités, de tels massacres auxquels on assiste aujourd'hui encore. Et donc il y a une profonde perplexité. Je n'exclus nullement l'approche que je vais vous présenter aujourd'hui est plutôt une approche, disons, psychologique ou phénoménologique, mais pas théologique, pas métaphysique, pas mythique, etc., même si je pense que ces dimensions-là sont des dimensions qui sont aussi très importantes et très éclairantes. Mais enfin, la question, et donc c'est à propos effectivement de ce livre, et de peut-être ce que ce livre essaye de dire et de comprendre. J'évoque ce livre parce que c'est par rapport à la question qui est posée ce soir. Y a-t-il des situations propices à la violence ? Et ce contexte, cette dimension justement situationnelle des phénomènes de violence et des comportements de violence est en effet un des aspects qui a été le plus mis en évidence par les chercheurs en psychologie sociale à partir des années, disons 1960, et en particulier à partir d'un ouvrage fondateur sur lequel je vais quand même revenir de façon assez précise parce qu'il pose des interrogations absolument fondamentales, qui est donc l'expérience Milgram de la soumission à l'autorité. Et j'ai consacré donc un chapitre de l'ouvrage à cela. L'idée, c'était donc la première partie du livre, parce que le sous-titre de l'ouvrage, c'était « Banalité du mal et banalité du bien ». Donc, c'est pas de parler simplement du mal, mais de parler du bien. On pense généralement, je peux peut-être commencer par ça, même si je ne vais pas en parler davantage, que le bien est sans profondeur, que le bien est, au fond, plus une affaire de sensiblerie, de gentillesse, etc., et qu'il n'y a pas de profondeur et de richesse à une réflexion sur le bien. Je pense que c'est en réalité tout à fait le contraire. Le mal peut être extrême, mais il est sans profondeur, dit Hannah Arendt dans une lettre à Gershon Scholem, où elle dit au contraire que le mal se répand sur la surface de la terre, mais seul le bien est profond. Et cette idée d'une superficialité du mal, qu'il peut être extrême sans être radical, qu'il se répand avec une espèce comme une contagion par des individus qui ne sont pas nécessairement des individus maléfiques, qui ne sont pas nécessairement des individus qui ont le désir, qui ne sont pas déterminés, si je puis dire, par des pulsions meurtrières, destructrices, qui auraient donné consistance à leur être d'une certaine manière, qui seraient des êtres qui se seraient constitués dans la pratique du mal. Un peu comme Richard III chez Shakespeare, qui dès le début, l'acte 1 de la scène 1, dit « I'm determined to prove a villain », c'est-à-dire je suis déterminé à être un méchant. Et ça peut donner une espèce de consistance à des individus maléfiques. Ce que montre Hannah Arendt, bien sûr, à travers la figure de la banalité du mal, mais aussi des analyses de psychologie sociale, c'est d'une certaine manière l'inconsistance des êtres qui pratiquent le mal. Ces figures qui sont comme des poupées de chiffon, dit Nadezhda Mandelstam dans un texte absolument magnifique, c'est ce caractère inconsistant des êtres qui pratiquent le mal et qui sont pris justement au piège de certaines situations.
Et c'est cet aspect-là, disons, sur lequel je voudrais revenir et que souligne et que révèle, disons, effectivement l'expérience Milgram, qui est vraiment une expérience absolument fondamentale. Le livre qui lui est consacré, la biographie qui lui a été consacrée, a pour titre « The Man Who Shocked the World », c'est-à-dire l'homme qui a vraiment choqué le monde. Ça a été une expérience absolument choc. Personne ne s'attendait, en réalité, aux résultats et au comportement des individus qui ont été les acteurs de cette expérience. Et elle est extraordinairement éclairante pour nous, aussi bien dans les faits établis que dans les analyses qu'en a tirées Milgram, et les conclusions philosophiques qu'on peut en tirer, enfin conclusions philosophiques, les conclusions qu'on peut en tirer, en tout cas que j'ai essayé d'en tirer moi-même. On s'intéresse plus au mal en réalité parce qu'on pense que c'est un sujet plus intéressant qu'au bien, parce qu'on pense que c'est un sujet sans profondeur et sans véritablement dont il n'y a pas lieu de dire grand-chose, et je pense que c'est en réalité tout à fait le contraire. C'est pour ça que j'ai consacré un livre justement à la question du bien et que j'aurais intitulé « La littérature et le bien », remettre en cause la thèse de Bataille qui consiste à dire si la littérature ne parle pas du mal, elle devient vite ennuyeuse. Je pense exactement le contraire. Mais pour revenir donc à notre sujet, y a-t-il donc des situations propices à la violence ? On comprend bien la réalité et l'actualité dans laquelle nous sommes et qui nous glace absolument d'effroi et qui interdit d'une certaine manière d'avoir des réponses définitives et assurées sur la question, comme si on avait réglé le problème du mal et qu'on savait vraiment définitivement ce qu'il en était. On est en permanence relancé par ce que j'appelle, par ce qui m'apparaît aujourd'hui, les effractions du mal. Je pense que nous sommes dans l'ère, depuis 20 ans, des effractions. Le mal apparaît sous une forme manifeste, si je puis dire. Alors, est-ce qu'on va ontologiser le mal et l'écrire avec une majuscule ? C'est une question. Bon, personnellement, je n'hésite pas à le faire. Et cette époque a commencé, cette époque nouvelle a commencé avec le 11 septembre. Ça a été l'effraction. Tout d'un coup, on a vu un événement apparaître dont on ne peut pas dire qu'il est sans raison, ni même qu'il était tout à fait imprévisible par les services de renseignement américains savaient qu'il y avait un attentat qui se présentait, mais il est apparu avec un caractère, il s'est manifesté avec un caractère totalement spectaculaire, au-delà de toute représentation, de toute imagination, et aujourd'hui encore quand on voit ces images, on est encore sidéré par ce qu'on ne peut pas d'une certaine manière saisir. Moi, au 11 septembre, je ne sais pas pourquoi je regardais CNN, et à 2h de l'après-midi, donc j'ai vu les images en direct. Et c'était absolument insaisissable, quoi. On ne pouvait pas comprendre ce qui... Enfin, quelque chose arrivait, se réalisait qui était au-delà de toute représentation possible. Après, on a pu analyser, tenter de comprendre, etc., ce qui a conduit à ça. Mais il y a eu une effraction. Et ça a été vraiment... Et ça a été une époque nouvelle. Ça a ouvert l'époque vraiment des effractions. Et puis, il y a eu d'autres attentats, évidemment, qui sont apparus aussi comme des effractions. Les attentats du 2015, c'était des effractions. Des effractions absolument sidérantes, au-delà d'une certaine manière de toute représentation et d'une certaine manière de toute explication possible, malgré toutes les explications qu'on peut donner, malgré toutes les raisons qu'on peut essayer de mobiliser, sans que jamais ce soit une justification. Bien sûr, il y a eu tellement de choses absurdes qui ont été dites sur ça qu'essayer de comprendre, c'est justifié, bien sûr que non. Bon. Et aujourd'hui encore, on est confronté à ça. Il y a eu le Covid, qui aurait pu dire quelques mois avant, vous allez plus pouvoir sortir de chez vous, il va y avoir des mesures qui vous interdisent, qui privent de toutes les libertés absolument fondamentales. On est entré dans un monde totalitaire, c'est une dystopie. Et ça a été accepté absolument par tout le monde. Il y a eu l'invasion de l'Ukraine, la guerre d'Ukraine, ça a été une effraction absolument... Enfin, moi, je n'écris plus depuis ça. Bon. Ça m'a absolument... ça m'a totalement, si vous voulez, bouleversé, quoi. Enfin, bon. Bon. Et puis maintenant, il y a les événements auxquels nous assistons. Je ne vais pas en parler plus parce que... Bon. Mais qui nous laisse quand même, qui nous glace absolument d'effroi. On se dit comment l'humanité, d'une certaine manière, est encore quand même capable de ça. Voilà. Alors qu'il y a tant d'urgences existentielles qui se posent, tant d'urgences plus fondamentales et vraiment existentielles qui exigent notre engagement, notre action, etc.
Comment c'est encore possible, ça, quoi, qu'on n'ait pas pu résoudre les problèmes, qu'on en arrive là, etc. Cette folie et d'une certaine manière cette imbécilité qui fait qu'on est incapable. Moi, je dis toujours aux étudiants je parlais souvent de cet exemple-là en disant mais c'est pas le bout du monde d'arriver à une solution quand même, des hommes de bonne volonté. On pourrait se dire quand même, on peut trouver une solution, éviter ce prix du sang, cette souffrance, ces atrocités, etc. Ça a quelque chose de totalement, si vous voulez, pour moi en tout cas, je vous le dis tel que je le pense, totalement, si vous voulez, absurde, quoi. On est capable des plus grandes intelligences, de tout le génie humain dans l'intelligence artificielle, les portables, les ordinateurs, le génie humain se réalise dans des œuvres technologiques absolument extraordinaires, et tout le génie humain, mais ne sait pas résoudre des problèmes politiques, sociaux, etc., conflits qui se transmettent de génération en génération, qui nourrissent la haine et la vengeance. J'ai fait un livre qui s'appelle L'ère des ténèbres, et qui essaie de comprendre justement ces mécanismes, si je puis dire, à la fois au moment de la guerre contre la terreur, et la thèse c'était de dire que la guerre contre la terreur, ce sont vraiment des violences qui se réciproquent les unes les autres dans un espace totalement déterritorialisé, dans le mépris du droit, et qui conduisent à des transformations de nos propres sociétés. Mais on n'est pas capable d'empêcher ça. On répond, si je puis dire, à la violence par la violence la plus extrême, etc. Sans temps d'arrêt, sans réflexion, sans projet, sans solution, etc. C'est pas des imbéciles, c'est pas des idiots. La situation a piégé. Elle est piégée dans une situation et on ne sait pas répondre autrement. Moi, ça me laisse, je pense comme vous, hein, je veux dire, j'ai pas plus de réponses que vous à ça. Mais c'est important de la situation. Et donc c'est de ça dont on peut essayer de comprendre comment la situation peut influer les comportements des individus à commettre des actions qu'ils ne seraient pas du tout disposés à commettre dans des situations tout à fait ordinaires, et les entraîne dans des processus de destructivité dont il est extraordinairement difficile de s'échapper, et dont seuls quelques-uns, effectivement, s'échappent par une forme de courage très particulière et peu acceptée, et certainement pas reconnue comme telle au moment même où ces actions sont commises, et sur lesquelles donc je voudrais dire quelques mots. L'ouvrage donc qui a vraiment apporté, si vous voulez, qui est des clés, pas des clés, mais en tout cas, oui, des clés, si vous voulez, pas définitives, mais pour comprendre quand même les comportements de destructivité humaine. Donc c'est effectivement La soumission de l'autorité de Stanley Milgram, qui était un jeune chercheur en psychologie sociale à l'université de Yale, et qui travaillait déjà sur les mécanismes de conformité et de conformisme. Donc, il travaillait sur ce type de comportement. Cette expérience, il a mis au point d'ailleurs, d'abord pour comprendre, l'intention, et clairement, c'était de comprendre les comportements des soldats nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était lié à ça. Et elle a eu lieu d'ailleurs, à peu près au même moment où avait eu lieu le procès d'Eichmann. Entre septembre 61 et avril 62, c'était à peu près à la même époque. À quelques jours près, elle a eu lieu pendant ce moment-là. Pas qu'il avait choisi, mais il se trouve que le procès d'Eichmann, dont Hannah Arendt tira la notion de banalité du mal, qui est profondément et que Milgram va illustrer à sa façon. Donc, juste d'abord quelques mots effectivement sur pourquoi ça a été si important. Alors, il se trouve que dans le livre, bon, j'avais pris des exemples. Hein. Pourquoi on parlait de Milgram ? Parce qu'il y a un historien anglais, Christopher Browning, qui a consacré un ouvrage tout à fait extraordinaire dont je vous recommande vivement la lecture, qui s'appelle Des hommes ordinaires. Et c'est un ouvrage absolument extraordinaire c'est un ouvrage historique donc où il fait le récit donc des comportements d'un bataillon de réserve de la police allemande qui s'est rendu coupable de l'assassinat, de l'exécution en Pologne entre juillet 42 et 43, août 43 de 38 000 juifs donc dans les forêts de Pologne et en Pologne, et ensuite de la déportation de 45 000 autres à Treblinka.
Et ces hommes-là, c'est un ouvrage tout à fait extraordinaire, admirablement d'ailleurs traduit en français, et il appelle ordinary men, donc des hommes ordinaires, qui n'étaient pas des nazis, qui n'étaient pas des... et qui se sont trouvés dans des situations donc, où ils ont été amenés à commettre ces exécutions absolument effroyables. Je me dis, mais comment des hommes peuvent commettre de telles actions, tuer hommes, femmes et enfants, bébés, hein, ce qu'on voit aujourd'hui encore. Hein, bon. Des bébés, bon. Des enfants. C'est possible de tuer un enfant. Bon. Mais, alors, je ne vais pas revenir dans les détails, et donc lui, il donne des clés, il dit, mais pour essayer de comprendre ça, donc il cite Milgram, et puis il suit une autre expérience de psychologie sociale, celle de l'université de Stanford. Donc il est un historien qui essaie de comprendre ces mécanismes-là. Il ne décrit pas simplement ce qui a eu lieu, comment ces hommes ont été conduits à commettre ces actions absolument monstrueuses, mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça. Donc moi, j'ai absolument rien inventé. Hein. À ce stade-là, les conclusions que j'en ai tirées sont peut-être novatrices, mais simplement, il n'y a qu'à lire ces ouvrages, ces travaux, et puis en puiser. On peut faire ça avec des romans aussi, juste en puiser toute la ressource, tout ce qui a lieu d'en penser, quoi. Tout ce qu'on peut en faire, quoi, le matériau qu'on peut en faire. Et qu'on peut comprendre, et qu'on peut intérioriser, qu'on peut aussi pour soi-même, parce qu'on travaille sur ces questions-là, évidemment, on travaille aussi sur sa propre capacité, bien sûr, à se comporter, ou la possibilité. Tout le monde se pose la question de savoir comment j'aurais fait pour la Seconde Guerre mondiale, etc. On s'imagine qu'on aurait tous été des acteurs héroïques, peut-être, et puis bon. La grande leçon de l'expérience Milgram, c'est que les comportements effectifs des individus, dans certaines circonstances ou dans certaines situations, sont totalement à l'encontre, vont totalement à l'encontre des prévisions qu'ils avaient eux-mêmes établies ou faites sur les comportements s'ils étaient placés en pareille circonstance. À quelqu'un à qui on posait la question, est-ce que vous seriez capable d'infliger une souffrance à un individu innocent simplement parce que ordre vous le serait donné? Si je vous pose la question à vous, vous diriez non, ça ne va pas, non? Bien sûr que non. Est-ce que vous accepteriez d'envoyer des décharges électriques de 450 volts où la personne est quasiment laissée pour morte, simplement parce qu'il y a une autorité scientifique ou une autorité qui vous dirait de le faire? Vous ne pouvez pas imaginer que ce soit possible. Il y a différentes, évidemment, manières de présenter la chose, hein, parce que je peux manipuler mon auditoire, je peux présenter les choses de façon un peu différente. Mais quand même, et en tout cas, le point de départ, ce que pensait Milgram, c'est que s'il mettait en place une expérience telle que les individus soient conduits à obéir aux ordres simplement parce que ordre leur soit donné, l'expérience ne réussirait pas. Les individus n'iraient pas jusqu'au bout. Les participants de l'expérience n'iraient pas jusqu'au bout. Ils désobéiraient et à un moment, rapidement, ils diraient non, c'est pas possible. Si l'élève ou l'expérience, donc c'était une machine sur laquelle il y avait donc une trentaine de manettes envoyant des décharges de 30 volts jusqu'à 450 volts à un élève à un sujet sur lequel étaient placés donc des électrodes. Et qui mimait, bien sûr, il ne recevait pas des électrodes, il ne recevait pas des décharges électriques, mais il mimait donc les souffrances. Mais d'abord des plaintes, très rapidement, et puis des cris, et puis des hurlements, suppliant d'arrêter, et puis même le silence. Il était quasiment laissé pour morte. Vous dites, c'est pas possible, l'expérience ne peut pas marcher. Imaginez-vous, je veux dire, placé dans cette situation-là. Simplement, vous participez à une expérience de psychologie sociale, bon. Ok, il y a quelqu'un qui vous donne des ordres, mais qu'est-ce qui va l'emporter entre l'ordre qui vous est donné par quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui éventuellement, auquel vous n'avez aucun lien, quelle intensité ça peut avoir par rapport à l'émotion que vous éprouvez, à l'intensité affective de voir quelqu'un en face de vous ou à côté de vous, crier, pleurer, hurler, supplier, etc. Vous dites, humainement, ce qui va pousser à agir, l'intensité même de l'agir, ou l'agir va être commandé par l'intensité même de l'affect qui s'exerce sur lui, sur la volonté. Or, l'intensité de l'affect qui s'exerce sur la volonté est infiniment plus grand chez la victime qui supplie que sur le donateur d'ordre, non? Je parle simplement de l'intensité. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous blesse et qu'est-ce qui vous affecte? Vous voyez,
Vous voyez un être qui... Vous entendez, vous voyez, etc. Vous entendez quelqu'un qui supplie d'arrêter, n'est-ce pas, d'envoyer des charges que vous êtes en train d'envoyer. Simplement parce qu'ordre vous l'avez donné par un type qui est revêtu d'une blouse blanche et qui n'a pas d'autre autorité que d'être un scientifique. La science, c'est pas quelque chose qui est revêtu d'une intensité affective très intense. C'est un corpus de savoir, peut-être théorique, conceptuel, abstrait, système de représentation symbolique, mathématiquement formulable. Tout ça reste très abstrait. Ça peut être incarné dans une personne. Si de surcroît la personne a simplement une blouse blanche et qu'elle est particulièrement froide, vous dites comment c'est possible que cette personne exerce une intensité, puisse déterminer ma propre volonté. Non, c'est pas possible. Néanmoins, les choses ne se sont pas du tout passées comme on pouvait humainement le penser. Les psychiatres avaient été interrogés sur la propension effectivement des individus à envoyer des décharges dans des circonstances pareilles, et tous ils avaient dit que 5% simplement des individus se comporteraient peut-être comme des individus pathologiques, qui prendraient plaisir à faire souffrir, etc. L'extrême minorité, 95% se comporteraient comme des individus normaux, qui de surcroît ont été élevés avec une éducation quand même éthique, avec des principes éthiques, que de faire souffrir un innocent, bon, c'est quand même un principe éthique fondamental, de base, qu'il n'y a pas besoin qui est inscrit, si je puis dire, dans notre conscience morale, et dans notre culture et dans notre civilisation. Comment vous pouvez aller au-delà de ça? Comment vous pouvez désinhiber ça? Comment vous pouvez surmonter ça? Comment est-ce que vous... C'est possible ça? Vous dites non, c'est pas possible a priori. À moins qu'il y ait une contrainte, à moins que vous soyez fou, on laisse de côté l'hypothèse de la folie, ou à moins que vous soyez contraint, mais vraiment avec un revolver sur la tempe. Or là, il y a eu une contrainte qui s'est exercée, mais c'est une contrainte d'une toute autre nature qu'une contrainte physique. Et une contrainte qui a complètement, effectivement, renversé les hypothèses et les prédictions qui avaient été formulées sur le comportement effectif des individus. Ce qui rend la chose complexe, c'est que d'abord il y a eu 18 variations à cette expérience, parce qu'on la présente généralement, enfin de façon assez sommaire, on a tous entendu un peu parler, etc. Mais elle est beaucoup plus complexe, il y a 18 variations. Mais dans le protocole de base, où effectivement donc l'individu reçoit l'ordre, enfin l'élève reçoit l'ordre, ou le sujet reçoit l'ordre effectivement d'envoyer des décharges donc à un élève. Le protocole de base de l'expérience c'était de tester le rôle de la sanction dans la mémorisation, et que si un individu donc était soumis à des sanctions physiques, etc., bon, ça développerait les capacités cognitives, etc. On testait la mémoire à partir... Et donc chaque fois que l'élève se trompait dans une série dans la répétition d'une série de mots, on envoyait des décharges supplémentaires. Okay. Donc le protocole de base, il y a effectivement donc l'élève, enfin le sujet, le donneur d'ordre, revêtu d'une blouse blanche, etc., qui est aussi un acte. Et puis donc le sujet il y a différentes variations, mais qui était dans une autre pièce, mais le sujet lui entendait, en tout cas, les réactions. Alors donc on devrait dire, non mais, ok, mais en plus il ne le voyait même pas, il l'entendait. 60%, plus de 66%, 66% je crois, sont allés jusqu'à 450 volts. Hommes, femmes, venant de tous les milieux, sans propension pathologique particulière, ayant tous dit que si on leur demandait de faire souffrir un innocent, ils en seraient totalement incapables. Et donc là, tout d'un coup, personne ne s'attendait à ce résultat, mais Milgram lui-même était le premier, si vous voulez, totalement sidéré, effectivement, par le résultat. Et donc 18 variations. Et les taux d'obéissance ont varié, disons, depuis de 90% dans certains cas, jusqu'à tombant à, je sais pas, 10% par exemple. Et si l'ordre était, par exemple, il y a des cas particuliers, l'ordre était donné par téléphone. Et donc le sujet disait oui, qu'il envoyait les décharges et qu'il obéissait aux ordres, alors qu'en fait il ne le faisait pas. Il pratiquait des stratégies d'évitement sans remettre en cause véritablement l'autorité. Ou
les taux baissaient complètement lorsque, par exemple, il y avait deux autorités qui donnaient des ordres contradictoires. L'un disait d'envoyer des charges et l'autre non. Ou bien si l'autorité était représentée par un autre élève. Et là, ça tombait à 0. Situation. C'est pas une détermination, si vous voulez, une propension naturelle inscrite dans la nature humaine qui tout d'un coup trouverait plaisir lorsque l'occasion se trouve de faire souffrir. C'est vraiment la situation. Dans certains cas, c'était un pourcentage très élevé. Dans d'autres cas, des pourcentages totalement faibles. Lorsque les sujets n'obéissaient pas aux ordres, et qu'on les a ensuite interrogés sur les raisons pour lesquelles ils n'obéissaient pas aux ordres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils invoquaient des raisons morales. Ça, mais attendez, on ne peut pas faire souffrir autrui. Sauf que cette explication-là ne pouvait pas être une explication éclairante, parce que précisément, elle ne fonctionnait pas du tout dans les cas où il y avait où les sujets envoyaient, où l'autorité était reconnue et les sujets obéissaient. Donc l'explication morale était en réalité une illusion. Les individus pensaient en réalité qu'ils obéissaient à leurs principes moraux, alors qu'en fait, ils étaient dans une situation telle qu'ils n'étaient pas placés sur une... Ils obéissaient peut-être à leurs propres principes, mais la détermination, ce n'était pas leur principe. C'était la possibilité dans une situation d'obéir à leurs principes, alors que dans d'autres cas, la situation les mettait dans une situation de conflit. Et ce que Milgram décrit, c'est d'abord que les sujets obéissants, ce n'étaient pas des robots. Ils éprouvaient une véritable anxiété, des physiques, psychologiques, la sueur, la sudation, de l'angoisse, de l'anxiété. Ils disaient non, je vais arrêter, c'est pas possible, c'est contraire à mes principes, etc. Leur donneur d'ordre disait, vous devez continuer, l'expérience l'exige, etc. Ils étaient venus pour ça. Ils étaient venus pour ça. Pour participer à une expérience scientifique. Ils n'étaient pas là venus pour la ramener et faire valoir leurs propres principes. Qu'est-ce qu'on attendait d'eux? Qu'est-ce qu'il convenait de faire? Qu'est-ce qu'il convenait de faire? Il convenait de participer à une expérience et de la mener jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte et quoi que vous en pensiez. Ils n'étaient pas là comme une individualité pour faire valoir ou pour exprimer leur propre conscience morale, leurs propres principes. Ils étaient là en tant que sujet d'une expérience à laquelle ils devaient participer et qu'ils devaient mener à terme. Et dont ils étaient, effectivement, ce que Milgram appelle placés dans ce qu'il appelle un état agentique. Mais avant de revenir sur cette définition, sur ce qu'il entend par là, ce qui est très intéressant, c'est justement les dilemmes de conscience. C'est-à-dire que la conscience morale n'avait pas du tout disparu. Ils ne perdaient pas conscience, si vous voulez, de la réalité même des actions qu'ils étaient en train de commettre. Ils n'étaient pas dénués de sympathie, par exemple, pour l'élève, pour le sujet qui se plaignait, auquel ils envoyaient des décharges, dont ils étaient l'auteur des décharges et des souffrances qu'ils lui infligeaient. Ils ne perdaient pas conscience de ça. Ce qu'ils perdaient, ce n'était pas la conscience morale. Ce qu'ils perdaient, c'était la conscience de leur responsabilité individuelle. Et ça, Milgram le dit de façon très claire et extraordinairement intéressante. Bon. Parce que justement, ça permet de réfléchir vraiment sur la question de la responsabilité individuelle dans un système hiérarchique dont on n'est en réalité qu'un participant. Donc, des dilemmes de conscience qui tranchaient en faveur de l'autorité. Entre les dilemmes de conscience, la conscience est passée dans un dilemme entre obéir à leur propre conscience et obéir à l'autorité. Et le dilemme était tranché en faveur de l'autorité. Parce que précisément la situation dans laquelle il se trouvait exerçait une contrainte telle qu'il ne voyait pas d'autre issue d'une certaine manière, ou d'autre chose à faire que d'obéir à l'autorité. Parce que telle était la situation dans laquelle il s'était trouvé et qu'ils avaient d'ailleurs accepté. Au moment même d'ailleurs où on leur a dit les termes de l'expérience, personne n'avait dit non, c'est pas possible, j'accepterai pas ça. Ils voulaient participer à une expérience scientifique. Ce qui est important, ce que dit Milgram, c'est d'abord l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité doit être une autorité légitime. Si l'autorité est une autorité légitime, les ordres qu'elle donne, et quels qu'ils soient d'ailleurs, ça peut être des ordres destructeurs ou pas,
est une autorité qui suscite des comportements d'adhésion, de consentement et d'obéissance. Dans une structure hiérarchique où l'autorité est légitime, ou une structure hiérarchique où l'autorité est légitime, et où le sujet est là pour obéir, mettre en œuvre, etc. Les décisions, les ordres qui lui sont donnés, d'une certaine manière, quel qu'il soit. C'est la légitimité de l'autorité qui est absolument fondamentale. Ce qui est paradoxal, c'est que l'autorité désinvestit, si je puis dire, effectivement, l'individu de la conscience de sa propre responsabilité et de capacité de dire non. Il n'y avait aucune contrainte physique. Il n'y avait même pas d'intérêt matériel. Il y avait le poids de la situation. Et il faut comprendre ça de façon vraiment, si vous voulez, dramatique. Il faut dramatiser, si vous voulez, ou théâtraliser, ou fictionnaliser, si je puis dire, tout le poids tragique, presque, si vous voulez, de la situation. Beaucoup ont dit que l'obéissance aux ordres, on n'a fait qu'obéir aux ordres, c'était un alibi. Facile. C'est trop facile de dire on n'a fait qu'obéir aux ordres, etc. Bon. Mais c'était sans tenir compte, justement, du caractère absolument dramatique de la situation, du huis clos, de l'enfermement, de la contrainte. D'ailleurs, on l'a vu aussi d'ailleurs à propos de toutes les dénonciations des comportements, des problématiques du consentement ou d'emprise, et qui ne se font pas sans consentement. Le consentement des jeunes femmes ou des aides peuvent se trouver dans des situations d'emprise à laquelle ils consentent. Ce n'est pas le consentement qui est en question. Ce qui est en question, c'est la situation dans laquelle ils se trouvent, où le consentement est le résultat d'une contrainte qui s'exerce sur eux. Le paradoxe de l'autorité, c'est que, dans une société démocratique moderne, dans les sociétés démocratiques modernes, la conception moderne de l'autorité ne tient sa source et son origine que de l'individu, qui consent d'une certaine manière effectivement à accorder à l'autorité le pouvoir qu'elle exerce sur lui. Le schéma classique, c'est le schéma obésien de l'institution de l'État. Les individus consentent volontairement à se démunir de leur liberté et de leurs droits naturels sur toute chose, au profit d'un tiers qu'ils instituent et qui exercera sur eux une contrainte absolue et totale, mais dont la source, c'est pas Dieu, chez Hobbes, le pouvoir de contrainte de l'État, c'est pas Dieu, c'est pas du tout une théorie où la source de la légitimité du pouvoir, c'est Dieu. Hobbes était totalement opposé à cette conception de la monarchie divine. La source de la légitimité, la source de la légitimité de l'autorité et du pouvoir que l'État exerce sur l'individu, c'est l'individu lui-même. Donc même lorsqu'il institue un tiers qui va exercer sur lui une contrainte absolue, il ne se dépossède pas complètement de sa liberté, puisque c'est sa liberté à laquelle il renonce peut-être, mais qui est encore la source de l'autorité. Et d'ailleurs c'est pour ça que toute la philosophie politique, sur les bases hobbésiennes de cette institution de l'État contraignant dont les individus sont l'origine, se développera dans le sens en disant ok, l'État a un pouvoir de coercition mais qui ne s'exerce pas sur tout. Donc on va limiter, si je puis dire, la souveraineté de l'État, et la pensée libérale telle qu'elle se constitue au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est justement une limitation de la souveraineté. L'État n'est pas, la souveraineté de l'État résulte du consentement des individus à la faveur d'un contrat. Mais cette souveraineté ne s'exerce pas sur tout. Elle ne s'exerce pas, par exemple, dans le domaine des droits de la conscience. Elle ne s'exerce pas dans le domaine religieux. Chez Locke, il y a une tolérance. Okay. Donc il y a quand même la conception moderne libérale, la conception moderne libérale du pouvoir ou de l'État, c'est de l'autorité, part de l'individu, comme une espèce d'absolu, si vous voulez, qui est la source de toute légitimité, mais qui est toujours déjà là. Et par quel renversement est-ce que cette autorité va en venir à exercer dans certaines situations une contrainte telle que l'individu se trouve totalement aliéné?
C'est vraiment le renversement, si vous voulez, effectivement. Même par rapport au schéma de la philosophie politique moderne, à la fois hobbésien et libéral, etc. Là, on a des institutions ou des situations où l'autorité exerce une contrainte sur l'individu qui prive l'individu de sa liberté et de sa responsabilité, au point qu'il devient effectivement simplement un agent d'une situation dans laquelle il a une place à jouer et il doit exercer cette fonction qui est la sienne jusqu'au bout, mais sans jamais pouvoir la remettre en question. Juste la petite définition de l'état agentique, si je vous la retrouve, parce que c'est toujours... Je sais que je ne vais pas la retrouver, je vais... bon, peu importe. Du point de vue phénoménologique, dit-il, oui, un individu est en état agentique quand dans une situation, là on retrouve la notion de situation, quand dans une situation sociale donnée, il se définit de façon telle qu'il accepte le contrôle total d'une personne, il accepte, hein, le contrôle total d'une personne possédant un statut plus élevé. Dans ce cas, il ne s'estime plus responsable de ses actes. Il voit en lui un simple instrument destiné à exécuter les volontés d'autrui. Le piège d'ailleurs, c'est, donc si on revient phénoménologiquement sur la situation, en fait tous étaient des états agentiques. Le donneur d'ordre lui-même était l'instrument d'une expérience scientifique qu'il devait conduire à ses termes, quelles que soient ses propres réactions, quelles que soient ses propres émotions, dans une espèce de négation de sa subjectivité. La désensibilisation, c'est le fascisme, dit Romain Gary. Cette désensibilisation de l'être, cette déshumanisation de soi, qui était le propre du donneur d'ordre, comme c'est d'ailleurs aussi le propre des bourreaux. Il n'y a pas que la victime qui soit déshumanisée. Le bourreau est aussi dans une situation de déshumanisation. Donc là, le donneur d'ordre se déshumanise parce qu'il n'est simplement, il participe à une expérience scientifique. Les sujets, eux-mêmes, sont là pour participer à une expérience scientifique qui a ses propres exigences, ses propres contraintes, son propre processus, sa propre loi, et qu'il faut mener à son terme. Et ce qu'il convient de faire, c'est en effet d'obéir aux ordres, c'est de mener l'expérience jusqu'à son terme. On est là pour ça. Ils étaient là pour ça. Et donc chacun participe d'une certaine manière effectivement à cette espèce de négation de soi, d'aliénation de soi, de déshumanisation de soi, ou d'absence à soi, comme je dis, au nom d'un bien supérieur. Parce que c'est le bien, dans ses formes les plus aliénantes et plus destructrices évidemment, et plus perverties, qui apparaît ici. Le bien de la connaissance, le bien, le progrès de la connaissance considéré comme un bien en soi, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. La science est érigée, si vous voulez, effectivement, comme une sorte de divinité à laquelle il faut effectivement obéir et dont chacun est en quelque sorte un instrument, si vous voulez. Celui qui dit, et donc on est là pour ça, donc la question c'est qu'est-ce qu'il convient de faire dans ce moment-là? Ce qu'il convient évidemment pour le soldat, c'est d'obéir aux ordres. Les nazis étaient passés maîtres, et en particulier Himmler, dans l'éducation des nazis, des SS, à la virilité, à la négation de leur propre sensibilité, de leurs propres émotions, qui devaient s'endurcir, se viriliser, refouler tout ce qui relevait de leur propre subjectivité et qui aurait de leurs affects, etc., de tout ce qu'il s'agissait de surmonter, si vous voulez, au nom de la tâche à mener et du bien supérieur qu'il s'agissait de réaliser. C'est toujours l'idée du bien ici qui apparaît, dans ses formes évidemment les plus perverties et les plus... Tous sont des acteurs d'une certaine manière, mais personne n'est responsable. Personne n'est vraiment responsable. Lorsqu'il y a ce bien supérieur de l'institution ou de la tâche à mener qu'il faut effectivement, à laquelle il faut agir de façon professionnelle, efficace. Bon.
Et donc ils étaient là pour ça. Ceux qui disaient, ça ne veut pas dire que tous ont dit oui, hein. Dans le protocole des 70%, il y en a 30% qui ont dit non. Mais d'abord, c'est beaucoup plus coûteux de dire non que de dire oui. Dire oui, c'est beaucoup plus facile. C'est moins coûteux psychologiquement. C'est moins coûteux psychologiquement de dire oui. Parce qu'effectivement, il y a une déresponsabilisation. Et la question de la responsabilité, c'est une question évidemment fondamentale. Qui est responsable? Je veux dire, qui est responsable, c'est pas du marché. Qui est responsable du marché? L'ordre économique fondé sur le marché, qui est responsable? Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de responsable. Il y a un système qui se déploie, un dispositif plutôt, si vous voulez. Bon. À qui est-ce qu'on peut s'en prendre? D'une certaine manière, dans l'expérience Milgram, il n'y avait pas vraiment de responsable, si vous voulez. Chacun se considérait effectivement comme les acteurs d'une expérience à mener. Sans doute, il y avait quelqu'un qui avait décidé. Aujourd'hui, on ne pourrait plus jamais mettre une expérience pareille en place parce que ça, contraire, ne serait pas accepté, si vous voulez, par le comité d'éthique des universités ou de laboratoires de recherche. Mais quand même, si vous voulez, il y avait cette déshumanisation, cette déresponsabilisation dans une situation qui devait être menée à son terme et dont chacun est un acteur. Et il faut agir. Et donc le soldat, peut-être que dans une entreprise aussi, les choses se passent de cette façon. Celui qui se dresse au nom de son individualité. Bien sûr, aujourd'hui, on le considère comme un héros. Mais dans les faits et dans la situation, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Celui qui dit non, ça peut être celui qui... c'est le lâche, c'est le couard, c'est celui qui fait valoir ses émotions, c'est celui qui n'est pas capable. C'est celui qui, du coup, sera ostracisé, qui sera méprisé par les autres, qui sera dénoncé, évidemment, par ses partenaires. Alors là, il n'y a pas trop de partenaires, mais dans les comportements où il y a des comportements collectifs, hein, etc., et où chacun s'appuie d'une certaine manière sur l'autre, effectivement, celui qui se dresse, c'est vraiment le mouton noir. Bon. C'est celui qui fait preuve de déloyauté. C'est celui qui fait preuve de faiblesse, etc. Le vrai courage. Aujourd'hui, on considère que le courage, c'est de dire non. Mais le vrai courage, c'est la capacité d'affronter le regard d'autrui qui vous traite avec mépris, qui vous dénonce, qui considère que vous agissez de façon déloyale. Vous comprenez ? Nous, on voit ces héros comme des êtres héroïques, etc. Ils ne se percevaient pas du tout comme des êtres... Ils n'étaient certainement pas perçus comme des êtres héroïques dans le dispositif de la situation. C'était ceux qui empêchaient la situation de l'expérience de continuer. C'était ceux qui preuve d'une certaine nombre de déloyauté, si vous voulez. Qui étaient en quelque sorte... et qui devaient accepter d'une certaine manière, effectivement, qui devaient intérioriser ce regard négatif et ce regard méprisant qu'autrui jetait sur eux-mêmes. C'était ça le vrai courage. C'est une conception du courage très différente, disons que nous, rétrospectivement, nous avons. Et comme nous voyons les résistants ou les collaborateurs, enfin bon, etc. Simplement, pour finir, parce que j'ai déjà assez parlé, mais c'est juste parce que, si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'il faut... Ce qui est important, ce sur quoi ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est la réalité de la situation, c'est la contrainte de la situation, c'est le piège de la situation, comme d'ailleurs je l'ai dit à propos du consentement. Vous savez, mais pourquoi vous avez accepté, etc. Mais attendez, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui d'ailleurs fait que le consentement, justement, n'est pas du tout un principe qui doit être... bon, je reviendrai sur la question du consentement, mais un arrêt du Conseil d'État, ce qui s'oppose à la consentement, c'est la dignité. Bon. Le respect de la dignité, c'est pas une question de consentement. Mais en tout cas, donc le poids de la situation. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, il ne s'agit pas de juger que les uns se sont comportés de façon lâche, ou moralement, si vous voulez, indigne, et que les autres ont fait preuve d'héroïsme et qu'il faut les célébrer comme des êtres d'exception, etc. La première conclusion, c'est que d'abord, qu'est-ce que ça dégage, ces expériences-là, par rapport à des situations, des institutions malveillantes et des situations destructrices? C'est pas la méchanceté de l'homme, qu'on opposerait à sa bonté. C'est un concept radicalement nouveau et absolument central et vraiment opératoire, c'est le concept de vulnérabilité. C'est-à-dire que les êtres sont vulnérables et que nous sommes tous vulnérables. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose qui devrait être enseigné au collège, au lycée, à l'université, dans l'espace public,
comme un principe de vigilance, si vous voulez, par rapport aux autorités. Non pas qu'il faille défier systématiquement l'autorité et rejeter tous les ordres qui sont donnés, etc. Mais avoir une vigilance critique à l'égard de l'autorité. Et des autorités qui peuvent justement se présenter comme des autorités et des institutions malveillantes. Parce que ce que ça révèle, c'est, encore une fois, c'est un concept vraiment central, une réalité humaine centrale, conceptualisée à partir de cette notion, c'est la notion de vulnérabilité. C'est que les prédictions, que nous sommes vulnérables, que nous sommes faibles et que nous sommes fragiles. Par rapport justement à ces situations. On croit qu'on agira de façon morale, on croit qu'on dira non, on croit qu'on se comportera de façon héroïque, mais pris au pied comme des individualités autonomes, des sujets moraux, etc., avec des principes, etc. Pas du tout dans la réalité, tout ça en réalité s'effondre. Et on ne se trouve plus que les agents, en quelque sorte, effectivement, d'une situation qu'il faut conduire à son terme. Ça, cette notion de vulnérabilité est fondamentale. Or, ça, par exemple, à l'école, c'est pas du tout, mais aussi par rapport à toutes les problématiques du consentement, ou par rapport à la situation de harcèlement. Ça marche plus, c'est ça ? Si, ça marche. Les situations, la vulnérabilité. Bon, ça, c'est une notion absolument centrale et qui devrait faire l'objet d'une pédagogie de la faiblesse humaine, d'une pédagogie de la vulnérabilité. Maintenant, la responsabilité première. Je vais finir sur ça parce que c'est fondamental. Il ne s'agit pas d'envisager ces conduites d'abord sur un plan moral. Et d'ailleurs, à ce propos, parce que la première responsabilité, c'est pas effectivement l'institution, la situation prive les individus placés dans l'état agentique de la conscience de la responsabilité et de la possibilité d'agir de façon responsable du fait de cette contrainte. La responsabilité première, ce qu'il faut incriminer, ce qu'il faut mettre en cause, ce qu'il faut dénoncer, ce contre quoi il faut lutter, c'est l'institution elle-même. Donc c'est pas le point de vue d'abord moral, c'est le point de vue politique. Et c'est précisément ce que dit Primo Levi, qui savait quand même de quoi il parlait en matière d'institution totalitaire, dans un ouvrage tout à fait extraordinaire, moins connu que si c'est un homme, qui s'appelle « Les naufragés, les rescapés ». Et voici ce qu'il écrit. À propos, donc, il parle des capos, donc, qui sont des juifs qui ont collaboré avec qui ont rendu complices, que les nazis avaient rendu complices de leurs crimes. Avant de discuter successivement des différents motifs qui ont poussé quelques prisonniers dans les camps de concentration ou d'extermination, dans une mesure variable avec le vainqueur, il faut toutefois affirmer avec force que devant les cas humains de ce genre, il serait imprudent de prononcer précipitamment un jugement moral. Lâcheté, couardise, etc. Il faut poser clairement comme principe que la faute la plus grande pèse sur le système, sur la structure même de l'État totalitaire, et qu'il est toujours difficile d'évaluer le concours apporté à la faute par les collaborateurs individuels, grands et petits. Ce qui veut dire qu'il faut passer sur cette question, effectivement, des situations propices à la violence humaine, avant d'être une question morale qui insiste sur la capacité des individus à résister à des systèmes de contraintes au nom d'un héroïsme qui ne devrait pas être exigé. Ce sont les institutions politiques qu'il s'agit de mettre en question. C'est la responsabilité première des institutions qui conduisent les individus à comporter de cette façon et qui les conduisent au sacrifice. Soit parce qu'ils sont conduits à faire le sacrifice de leur propre individualité au nom de l'obéissance à un système institutionnel hiérarchique qui demande leur collaboration, soit parce qu'ils exigent de ceux qui s'opposeront à ce système hiérarchique qu'ils fassent le sacrifice de leurs propres intérêts, qu'ils se comportent de façon sacrificielle. C'est une problématique que vous retrouvez par exemple sur les lanceurs d'alerte. Vous ne pouvez pas demander aux lanceurs d'alerte qui vont dénoncer des comportements illégaux d'être virés de leur emploi, d'être poursuivis pénalement, etc. Il y a des lois protectrices contre les protecteurs d'alerte pour que justement les comportements courageux qui sont les leurs ne se payent pas du sacrifice. Autrement dit, un des traits d'une institution non malfaisante, à défaut d'une institution bienveillante,
c'est qu'elle laisse la possibilité de dire non, d'exercer un esprit critique, de désobéir dans certains cas, sans que cette désobéissance se paye du prix du sacrifice. Le propre d'une institution malveillante, c'est d'exiger des individus qu'ils se comportent comme ils doivent se comporter, de façon au nom de leur responsabilité individuelle, mais au prix du sacrifice de leurs propres intérêts. Ça, c'est je crois, et c'est pour ça que j'ai fait ensuite, par exemple, le livre sur la torture, parce que là, la question de la torture, c'était vraiment une question proprement politique. C'est un État. Et juste pour finir sur ça, parce que le lien s'est fait, on a quand même vu au lendemain du 11 septembre, la réponse immédiate de l'administration Bush, ça a été l'institution dans le monde entier d'un archipel de la torture, où il s'agissait de répondre à la violence par la violence, de ne pas avoir les mains liées dans le dos, et l'expression favorite de l'administration américaine, c'était « the gloves off ». Les gants sont jetés. On répond immédiatement à la violence par la surenchère de la violence. Engageant évidemment des logiques de violence absolument sans fin, qui ne peuvent pas trouver, évidemment, qui s'auto-alimentent elles-mêmes. Ce qui est très exactement, évidemment, ce qu'on est en train de faire, enfin, ce qui est en train de se passer et de se faire. Bon. De la façon la plus imbécile, la plus stupide, sans arrêt, sans réflexion, sans solution. La situation avait... Je pense que là, même les acteurs politiques sont piégés par les situations. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent réagir autrement. Il faut répondre à la violence. La société demande ça, la situation demande ça. Or, la grande différence, et j'ai essayé de réfléchir sur ça, c'est être pris par les circonstances, la capacité ou de faire face aux circonstances. Les acteurs dans l'expérience Milgram, ils étaient pris par les circonstances, ils étaient pris par la situation, ils étaient piégés par les contraintes situationnelles qui les engageaient à agir. Les États peuvent aussi être pris par ça, alors que justement, la capacité, ceux qui disaient non, ceux qui voyaient les choses avec clarté et avec intelligence, et avec le sens de la responsabilité, à la fois individuelle et peut-être historique, s'agissant des États, c'était justement de faire face aux circonstances. C'est pas la même chose d'être pris par les circonstances, par les situations, et de faire face aux circonstances. Et qu'est-ce qu'on pourrait demander face à ces déchaînements d'atrocités, de violence qui nous désespèrent, vraiment, sinon une capacité à faire face aux circonstances, avec intelligence, avec courage, sans répondre de façon immédiate à la violence, par les déchaînements d'une violence supérieure, qui ne fait qu'enclencher évidemment des systèmes de violence, des logiques de violence absolument infinies et totalement désespérantes. Je ne vais pas finir sur une note de désespoir, mais ce qu'on attend en tout cas, ce qu'on attend quand même des hommes politiques, c'est que justement, ils soient capables de se sortir de ce piège, en effet, dans lequel ils foncent tête baissée, parce qu'ils sont dans une situation telle qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire autrement, Et ce n'est pas que la situation, juste pour finir sur ça, elle exerce des contraintes énormes. Les hommes politiques sont certainement face à des contraintes énormes, extraordinairement pesantes de la population, etc. De leur propre population, suite évidemment, parce qu'eux-mêmes ont souffert, subi, etc., qu'il faut répondre comme ça. Mais que justement, c'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Que toute l'intelligence humaine devrait être, toute l'humanité, l'intelligence humaine devrait être ce sursaut qui fait que justement on n'est pas piégé par la circonstance. Et c'est vrai des individus comme des États. Et moi, c'est ce qui me frappe aujourd'hui. Exactement comme au lendemain du 11 septembre. Et Bush avait mobilisé des juristes, des milliers de pages d'argumentation juridique archi-sophistiquées, toute l'intelligence humaine, d'une certaine manière, de juristes extraordinairement brillants, pour expliquer pourquoi la torture pratiquée sur Al-Qaïda, etc., échappait aux interdictions de la Convention de Genève. Donc une sophistication intellectuelle, si vous voulez, de très haut niveau, au service, effectivement,
des manœuvres les plus immédiates, les plus grossières, les plus brutales, les plus dévastatrices et qui ont conduit à ce qu'on sait historiquement. En Irak, en Syrie, l'État islamique, etc. C'est-à-dire la dévastation. Parce qu'il y a, je crois, moi, une forme d'absolue imbécilité. Bien, enfin voilà.